Et on est de retour pour cette deuxième édition du Forum des Accessibles, toujours sur le plateau, ici au parc des expositions de l'Annester pour Lorient Agglomération. Et cette fois-ci, on va parler de la compétence des aidants. Et je suis rejoint par Frédéric Punière-Saavedra, maître de conférence en sciences du langage à l'Université Bretagne Sud. Je vous en prie, prenez votre micro. Bonjour. Bonjour. Bonjour Frédéric. À côté de vous, c'est Kevin Evano, ingénieur en santé du futur à l'UBS. Bonjour Kevin. Merci, bonjour. Fleury IUL à côté de vous, ergothérapeute à Carpap. Bonjour. Bonjour à vous. Et à ma gauche, Véronique Lepitre, vous êtes une aidante et vous vivez à Pont-Scorff. Tout à fait. Exactement. Et bonjour. Bonjour. On vous le disait, place au rôle des aidants. Quelle place dans la société, quelle place dans la loi aussi, et puis tout simplement aussi quel rôle dans le parcours de soins et dans la vie de tous les jours. Être aidant avec son lot d'idées reçues et puis de vrais sujets aussi à prendre en compte, ça va être tout l'objet de cette conférence. On va commencer avec vous, Frédéric. Qu'est-ce qu'être aidant? Posons le concept. Alors, être aidant, finalement, c'est quelque chose d'assez récent, puisque la loi, le mot aidant apparaît uniquement depuis 2015, donc c'est finalement quelque chose d'assez récent, ça a finalement 10 ans. Donc voilà, je ne vais pas vous enquiquiner avec la loi, mais je vais vous donner 3 éléments qui jalonnent finalement l'histoire de l'aidance. On a une première directive européenne qui ne fait que des recommandations et qui considère que les aidants, ce sont des gens qui sont sans statut professionnel, qui sont membres de la famille, des voisins ou autres personnes, qui prêtent des soins et font de l'accompagnement personnel, qui font de l'accompagnement des personnes dépendantes de façon régulière, sans bénéfice, sans le bénéfice d'un statut professionnel, et pour l'instant, ils n'ont pas encore de droit. Donc là, on est sur une recommandation européenne. Et puis on arrive finalement en 2015 avec la loi qui s'appelle la loi sur l'adaptation, le vieillissement et la loi sur la société du vieillissement. Donc on est en 2015 et donc on se rend compte que la loi française elle est plus restrictive que la recommandation européenne puisque finalement elle se centre sur le vieillissement de la population. Puisque finalement, la loi dit que l'accompagnement, l'aidant, on se reconnaît comme aidant pour le rôle qu'il joue et dans la prise en charge d'une personne dépendante pour différentes raisons, donc soit le handicap, soit la vieillesse, soit la maladie neurodégénérative. Et c'est à partir de ce moment-là que la question de l'aidance est reconnue. Kevin Evano, c'est vous qui êtes aussi au pilotage de cette conférence en ce moment. Dans quelle mesure vous vous êtes dit on se lance sur ce sujet-là? Qu'est-ce qui a fait qu'on est autour de la table ce matin? Alors c'est vrai que l'aidance, c'est déjà une des dimensions du projet HIT, puisque voilà, c'est de traiter du handicap dans sa globalité et de traiter de la question aussi de l'aidance, des aidants pour les personnes en situation de handicap. Donc on a des actions spécifiques à l'aidance, donc on va en parler plus spécifiquement avec Fleury et le centre de Carpap qui travaille sur des formations à l'aidance. Et également des actions sur la recherche, sur comment est-ce que la recherche peut apporter des connaissances et des nouvelles solutions pour justement mieux connaître la situation des aidants, mais également favoriser le quotidien des aidants dans leur vie et dans leur parcours. On va poser peut-être aussi des chiffres clés pour comprendre ce dont on parle et puis pour contextualiser, on vient d'avoir le cadre avec vous Frédéric. Quels sont les chiffres importants à avoir en tête quand on parle de l'aidance? Alors pour l'instant, en 2020, on considère qu'il y a entre 9 et 11 millions d'aidants, ce qui est quand même un chiffre assez important. Et puis il y a la projection de la direction de la recherche des études, de l'évaluation et des statistiques qui prévoit que en 2040, il y aura 21 millions de seniors, donc à peu près 14 millions d'aidants. Et donc ça veut dire que actuellement on a un Français sur 6 qui est aidant, et en 2040 on passera à un Français sur 5. C'est-à-dire que notre sociologie fait que on va probablement tous être aidants à un moment de notre vie. Un aidant, on va aider nos parents, on va aider nos enfants, on va aider un proche, mais on sera probablement tous aidants à un moment dans notre vie. Et vous le disiez en préambule, ça fait seulement 10 ans qu'on prend conscience de ce rôle-là. Et pourtant, il y a une définition, depuis 10 ans, il y a une définition dans la COFAS, c'est ça? Oui, alors pour la COFAS,
Et c'est quoi la COFAS déjà? Alors, la COFAS, c'est... attendez que je reprenne mes notes. Attendez, je vous prie de m'excuser. Voilà, c'est la Confédération des organisations familiales et européennes. Donc, un aidant, c'est donc une personne qui est non professionnelle, qui vient en aide à titre principal à une autre personne qui est dépendante de son entourage. Donc on voit que là, effectivement, il y a une définition relativement large de l'aidance. Hein, ça concerne le vieillissement, ça concerne évidemment le handicap. Finalement, on est aidant à partir du moment où ce que l'on fait quotidiennement, eh bien, ne peut être fait par personne d'autre. Hein, je pense que ça, c'est peut-être la meilleure définition. Hein, je veux dire, à partir du moment où on fait des choses et que ces choses-là ne peuvent être faites par personne d'autre, eh bien, on est de fait aidant. Et alors, si on rajoute encore un cadre au cadre, il y a un cadre législatif européen, national, histoire de complexifier la chose? Ben, en fait, je disais tout à l'heure, hein, la réglementation française est plus restrictive hein, que la réglementation européenne. Et donc, ce sont les lois qui viennent finalement encadrer hein, tout cela. Voilà, on peut considérer hein, évidemment qu'il n'y a pas grand-chose hein, sur les aidants. Toutefois, hein, il y a quand même des éléments qui sont quand même importants. Il y a eu des grands plans. Hein, il y a eu le plan Alzheimer en 2001, 2004, 2008. Il y a eu la charte Alzheimer. Hein, donc là, ça concerne évidemment le vieillissement. On est sur une charte en 2007-2011. Il y a eu le plan maladie neurodégénérative en 2014-2019. Et puis, actuellement, il y a eu le plan Agir pour les aidants en 2020-2022 et puis 2023-2027, il y a Agir pour les aidants, la deuxième stratégie de mobilisation et de soutien. Donc on voit que c'est un vrai sujet pour nos politiques. Hein. On en parle de plus en plus, il y a de plus en plus de droits, même si on peut considérer que c'est encore un peu timide. Voilà, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, c'est un sujet qu'on essaye de cadrer, qu'on essaye de légiférer. Et pourtant, il y a un paquet d'aidants qui ne se retrouvent pas dans les cadres qu'on essaye de poser. Alors, voilà, deux éléments. Il y a la question du droit. C'est-à-dire que, je rappelle hein, qu'en 2016, il y a la loi sur le congé pour le proche aidant. En 2019, la loi, finalement, elle vise à favoriser la reconnaissance du proche aidant. Et puis en 2022, il y a l'allocation journalière pour le proche aidant. Donc on voit qu'il y a quand même la loi qui est là. Et puis on travaille sur un projet de recherche hein, depuis 2017 sur la question des aidants pour les malades d'Alzheimer. Voilà, alors on fait des entretiens, on a 72 aidants auxquels on fait passer des entretiens tous les 6 mois pour voir finalement comment leur rôle, comment leur perception évolue au fur et à mesure que la maladie de leurs proches s'aggrave. Et en fait, on se rend compte que un certain nombre d'aidants ne se reconnaissent pas derrière cette désignation d'aidant. Hein. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais voilà, je suis le conjoint d'eux, mon mari, bien sûr, est malade depuis 10 ans, bien sûr que mon mari n'est plus le même hein, qu'il y a 10 ans, mais ce n'est pas parce que la maladie est là que je change de statut social. Hein. Autrement dit, dès lors qu'on est stigmatisé aidant, eh bien, on a une étiquette, hein, on a des représentations sociales qui sont attribuées à cette notion. Et beaucoup d'aidants, finalement, discutent cette notion. Ils se disent, mais non, je ne suis pas aidant, je continue d'être le fils d'eux ou d'être le conjoint d'eux. Et ça, c'est vraiment important parce que médiatiquement, on a besoin d'un terme hein, qui est finalement très englobant parce qu'il faut nommer les choses. À partir du moment où on nomme les choses, elles existent. Donc c'est très important de nommer les choses. Cela dit, c'est aussi un autre problème que les aidants eux-mêmes ne se reconnaissent pas derrière cette désignation. Et derrière peut-être aussi les représentations, on va en parler tout à l'heure avec Véronique qui est témoin avec nous, mais il y a une vraie représentation iconographique aussi de ce qu'est un aidant. Là aussi il y a un vrai travail à faire, on a tous en tête ces photos, vous les fustigez entre guillemets, mais pour le coup on voit les personnes main dans la main, on voit une main sur une épaule, mais en fait c'est pas ça forcément être aidant. Et vous avez fait ce travail de recherche pour apporter de nouvelles photos qui correspondent plus finalement à ce qu'on vit. Alors oui, dans le projet de recherche actuel, on travaille avec un photographe professionnel et l'objectif, c'est aussi de porter un autre regard hein, sur les danses et sur finalement le vieillissement. Donc voilà, alors on a sélectionné. On va regarder du coup, on a 3 photos. Voilà. Et on commence par ce type de recherche. Vous tapez par exemple le vieillissement sur Google Images, eh bien vous avez des mains ridées. Hein, vous avez en général une personne en fauteuil. Alors bien sûr que c'est ça, mais ce n'est pas que ça.
Alors voilà, l'objectif de ce projet, c'est un petit peu de renouveler un petit peu l'iconographie du vieillissement. Alors là, à l'image, on voit alors là, on a un agenda qui est ouvert avec des colonnes remplies, On a plein de l'agenda d'une textes aidante. par jour. Donc vous voyez que l'agenda, il est rempli. Hein. L'agenda est rempli. Et alors, c'est un objet sur lequel finalement l'aidante, donc c'est l'aidante de sa belle-mère, hein, pas de sa mère, de sa belle-mère. Et donc, cette personne-là, finalement, elle consigne toutes ses émotions, toutes ses humeurs, hein, qu'elle peut ressentir. Bon, et puis voilà, on ne peut pas dire que sa belle-mère l'aime beaucoup. Donc on voit finalement, elle le fait, elle s'oblige à le faire. Si elle avait le choix, elle ne le ferait pas. On voyait la dernière évident. case, il y avait écrit « Il y en a marre » en rouge. Il y en a marre, mais j'en ai ras-le-bol. Mais mamie m'embête. Je vais la voir aujourd'hui, mais je le fais parce que je n'ai pas le choix. En fait. La photo, alors on va revenir sur la boucle des photos. Voilà. Donc là, il faut qu'on prenne 2 secondes pour décrire cet agenda. Ouais. Donc, où on a du coup un hebdo avec toutes les cases qui sont écrites, des couleurs, du bleu, du rouge. voilà. Et on se retrouve avec la dernière phrase du vendredi 11 juin, il y en a marre. Alors, là, on arrive sur la photo d'un on arrive monsieur sur la photo qu'on aide à allumer monsieur. sa cigarette. Voilà. Le monsieur est dans une cuisine et on allume sa cigarette. Quelqu'un, une main, vient allumer sa cigarette. Voilà, donc c'est l'aidante, hein, c'est madame, c'est son épouse. Monsieur est très âgé et puis le seul plaisir qu'il ait dans la journée, eh bien, c'est d'allumer sa cigarette après la sieste. Et donc il ne peut plus allumer sa cigarette et donc c'est son épouse, donc son aidante qui l'allume. On voit bien que en fait l'aidance c'est ça, c'est-à-dire que ce sont les gestes quotidiens qui ne peuvent en aucun cas être financés par la puissance publique en fait. Est-ce que vous disiez pour lesquels on n'a pas de cadre. Voilà. Et donc voilà, moi ce sont des très très belles images. Hein. Donc, et là, la dernière photo, du coup, on prend le temps de la décrire. On a du coup un agenda tout simple, un jour par page. Voilà. Sur chacune des pages, 21 avril, 22 avril, on a des rappels de ce qu'on doit faire ou de ce qui a été fait. Voilà. On a l'enterrement, voilà. De ma mère pour le mercredi 21 voilà. avril. Et le lendemain. Et on a jeudi 22 avril, travailler. Voilà, travailler. Et donc c'est travailler, donc c'est voilà la formule évidemment infinitive, hein, ce qui renvoie finalement à l'action la plus large, en disant bon voilà, je suis passé à autre chose et voilà maintenant il faut se remettre au travail. Hein. Ça permet de se rappeler les choses de base. Voilà, et enfin vous imaginez, hein, vous perdez votre proche le lendemain, vous consignez sur votre agenda. Il faut retourner au travail. Hein. Donc voilà, nous, ce sont énormément de documents personnels, hein, voire intimes, qui nous ont été donnés, justement pour analyser, puis pour alimenter le projet de recherche. Alors justement, on parle d'aidants. À côté de moi, il y a Véronique Lepitre. Rebonjour. Rebonjour. Prenez votre micro, je vous en prie. Il est allumé, tout va bien. Vous êtes à Ponscorp, vous vivez à Ponscorp, et vous êtes devenue aidante. Comment vous êtes retrouvée aidante ? Eh bien, écoutez, le fait de devenir aidante, pour ma part, a été brutal, puisque mon mari a fait un AVC massif sous la douche. Donc, je l'ai trouvé paralysé, il était tombé, il ne parlait plus, il avait le regard fixe. Et ça a été le début d'une descente quelque part aux enfers, puisque en l'espace de quelques secondes, notre vie a complètement basculé. En quelques secondes, vous le dites, vous étiez la femme d'eux et vous êtes devenue l'aidante d'eux. Oui, alors j'ai du mal avec le mot aidante, le terme aidante. Comme disait Frédéric, moi je suis toujours et je reste sa femme, son épouse. Et mon rôle auprès de mon mari, c'est d'être auprès de lui, et de faire le maximum pour l'aider dans le quotidien, puisqu'il y a une hémiplégie droite avec aphasie. Le lobe frontal a été détruit et le cervelet, le lobe frontal touché et le cervelet détruit. Donc il y a beaucoup de séquelles, et beaucoup de séquelles intellectuelles également. Donc il y a une hospitalisation d'1 an. Voilà, donc ça montre les dégâts que cet AVC a pu occasionner. Et il y a de la volonté, donc on va de l'avant. Vous le dites, la transition est brutale et le cadre qui arrive tout de suite derrière vous correspond pas forcément en fait. Le cadre ne correspond pas du tout, puisque j'avais un mari sportif, on avait jardiné toute la journée et on se retrouve auprès de quelqu'un qui part à Rennes, qui part d'abord aux urgences. Il faut réagir, appeler les urgences. Le personnel médical, enfin ce ne sont pas les pompiers mais des ambulanciers arrivent, ils ne sont pas au top. Par contre après il est amené aux urgences de l'hôpital du Scorff à Lorient. Là c'est la période de la Covid.
Donc c'est la fête à l'hôpital. c'est la fête à l'hôpital. Voilà, et je suis quand même le véhicule pour être présente, et heureusement, puisqu'il est transféré à Rennes après les premiers examens en neurologie, justement à l'hôpital Pontchaillou. Et c'est le retour avec la succession de nouvelles concernant sa santé, concernant les troubles, concernant les attentes, concernant le doute qui va planer pendant les premiers jours, la récidive la survenue d'un nouvel AVC 10 jours après. Voilà, donc les premiers, c'est très très brutal. Oui, vous le dites, dans cette brutalité, les premiers contacts, c'est des nouveaux contacts qu'on ne connaît pas. C'est les urgences, les équipes médicales, les hôpitaux, les secours, et puis ensuite vient les équipes paramédicales, vient les équipes médicales au plus long cours finalement, comme CARPAP. Tout à fait. Alors, nous, on a eu la chance d'avoir de très, très, très bonnes relations, tant aux urgences qu'au service neurologie, puis aux soins intensifs du service neurologie de l'hôpital du SCOF, de très bonnes relations avec l'hôpital Pontchaillou. Et ensuite, c'est la joie quand on apprend le transfert justement au centre de CARPAP, où là, c'est l'Eldorado. On arrive, il y a une chambre avec vue sur mer. Mes enfants sont auprès de moi, sont auprès de nous, pardon. Parce qu'on a une fille qui vit à l'étranger et elle a eu le temps d'arriver. Et on met le lit de mon mari, justement, et de leur papa, devant la mer. Et là, c'est une première victoire. Comment on se sent justement intégré dans ces premiers moments médicaux? Eh bien, écoutez, il faut faire sa place. Il faut se faire sa place. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester assise à attendre. Il faut... Alors, c'est peut-être dans mon tempérament et je ne veux pas généraliser ce que... Non, c'est vraiment votre témoignage. C'est mon témoignage qui n'engage que moi. Je n'ai pas plus de force qu'une autre, je n'ai pas plus... Voilà. Mais cette volonté d'aller de l'avant, et ça, on ne le sait que lorsqu'on est confronté aussi à ce qui nous arrive, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Non pas ce qu'il y a derrière, là, il est trop tard, mais pour aller de l'avant, qu'est-ce qu'on peut apporter pour aider? Et ça, auprès de CARPAP, je vais vraiment trouver le personnel, et je vais aussi les enquiquiner parce que je vais demander à... Vous dites que vous êtes allé à la pêche aux informations. Je vais tout à fait, c'est ça. Alors, c'est vraiment l'image que je garde et qui m'a marquée. Je vais à la pêche aux informations, je pêche un petit poisson, puis un second, puis un troisième, et puis ça va faire boule de neige. Et ça va m'aider aussi à CARPAP à oser demander aux intervenants, tels que les ergothérapeutes, les kinés, eh bien, est-ce que je peux participer, être témoin d'une séance? Est-ce que je peux voir ce que mon mari est capable de faire? Et lui, il a envie de nous montrer aussi ce qu'il est capable de faire. Et dans cette... il va avoir la chance de bénéficier de l'exosquelette au centre de CARPAP. Notre fille va avoir le droit de le filmer. Voilà, on participe, on l'aide à notre façon tout en l'admirant. Et lui, ça lui donne aussi des ailes pour faire des efforts et donner le maximum de ce qu'il peut à ce moment-là. Alors l'exosquelette, vous me dites Florie si je me trompe, mais c'est une structure qui vient mécaniquement aider le corps à se mouvoir, c'est ça? Tout à fait. Alors il est accompagné d'un technicien, d'un ingénieur, d'un kiné, et il est harnaché en fait du squelette qui a été mis en place par des ingénieurs, et le moteur est à l'intérieur d'un sac à dos qu'il porte en bandoulière. Et là, il faut apprendre à se remettre debout, à avancer les pas, les jambes. On reprend, il apprend qu'il peut tenir debout. Et ça, c'est miraculeux. Il apprend, il découvre que son corps peut, à nouveau, ses jambes peuvent avancer, qu'il peut se tenir debout. Et là, il y a un éclat de rire qui montre j'ai gagné. J'ai surmonté, j'ai gagné.
Et nous, on vit ça comme une véritable victoire. Parce que vous le dites, vous êtes au quotidien à côté du coup de votre mari. Vous nous avez dit que voilà, on part un peu à la pêche aux infos et on découvre un nouvel environnement, on ne sait pas trop, enfin il faut se faire sa place. Comment Florie IEL justement, on appréhende les danses de l'autre côté, du point de vue médical ou en tout cas du point de vue des professionnels du soin? Déjà, ça implique de les reconnaître, de les identifier, finalement pour qu'on puisse valoriser ce rôle central. Donc, nous, aujourd'hui, on commence à sensibiliser aussi les professionnels de CarePap avec des infos et également des sensibilisations un petit peu sur l'extérieur pour les professionnels aussi qui gravitent autour. À quel moment on intègre les proches? À quel moment on intègre la famille justement dans ce parcours de soins? Est-ce que c'est dès le début? Est-ce que c'est au fur et à mesure? Est-ce que c'est un peu à la carte en fonction des gens? Parce que là aussi il y a des différences de profil. Véronique a insisté là-dessus, c'est son témoignage, c'est pas le témoignage universel. Je pense que c'est à la carte. Alors ils sont intégrés sur les plateaux hospitaliers. Forcément les soignants les croisent le soir, le week-end, là où il y a des échanges, lors aussi des rencontres avec le médecin, lors de l'annonce du handicap, lors des synthèses aussi pluridisciplinaires, où regroupe les différents professionnels qui gravitent autour de la personne en situation de handicap. Si elle le souhaite, et si aussi le proche, je le souhaite. Enfin, tout ça est aussi en fonction de la personne soignée, si elle accepte que sa famille, ou en tout cas son mari, etc., viennent. Et aussi, du coup, ils sont aussi intégrés sur la préparation du retour à domicile. Alors, peut-être sur des éléments très techniques, sur l'aménagement du domicile, l'acquisition des aides techniques et sur la mise en place du coup des aides humaines à domicile. Alors maintenant, ça se questionne, c'est est-ce que on les intègre en tant que proches ou est-ce qu'on les intègre en tant qu'aidants? Du coup, je pense que ça se discute. Et là-dessus, il y a beaucoup de travail à faire, vous dites, même si vous prenez le sujet à bras-le-corps et que c'est un vrai sujet concret que vous évoquez au quotidien et qui fait partie du coup de votre quotidien de professionnel de santé. La question persiste encore, est-ce qu'on est suffisamment compétent sur ce domaine ou est-ce qu'on le fait suffisamment bien? En fait, est-ce qu'on arrive à l'identifier? Est-ce que finalement, encore une fois, est-ce qu'on leur offre, est-ce qu'on ouvre les portes finalement suffisamment pour les inviter à venir sur les plateaux techniques de rééducation par exemple? Et encore une fois, est-ce qu'on les accueille en tant que proches? Est-ce qu'on les accueille en tant qu'aidants? Quelle place on leur offre? Et quelle sensibilisation du coup on a envers eux en fait? Et c'est facile de sensibiliser les professionnels? Tous sont prêts à entendre? Est-ce que c'est facile du coup d'en parler? Est-ce que ça dépend des personnes, des professions? Après, ça dépend, oui, de la manière dont on le fait. Justement, on se questionne comment on les sensibilise, quelle manière, et puis finalement quelle place ça a dans la prise en soin de ces soignants-là. Voilà. Frédéric, on le voit, il n'y a pas de voie toute trouvée en fait pour dire qu'on est aidant, dans quelle mesure on est aidant. Véronique, elle aime même pas ce mot, aidant, donc est-ce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on change ce terme? Alors oui, il faut réfléchir, je pense, à la question de la désignation des aidances, parce que effectivement, chacun vit l'aidance aussi avec son histoire, son âge, sa relation au handicap, sa relation au vieillissement. Donc effectivement, on est dans un paradoxe total, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un terme générique parce que médiatiquement, il faut désigner une catégorie de la population et il faut le trouver parce que finalement, c'est important. Et pour l'instant, la question de l'aidant n'est pas tout à fait satisfaisante. N'est pas tout à fait satisfaisante. Donc c'est un vrai sujet. Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Donc voilà, il y a un boulevard évidemment pour les chercheurs. Alors tout à l'heure, tu étais sur la question de la recherche. Voilà, enfin, on a 10 ans de recherche, 10-15 ans de recherche sur les danses. Donc on voit que c'est vraiment très récent. Et la place, elle est occupée plutôt par les sociologues, plutôt par les gens qui travaillent en psychosocial, très peu évidemment par les linguistes. Mais on voit voilà, on commence à avoir des connaissances. On commence à avoir des connaissances, à construire des connaissances sur les danses. Alors vous le dites, du coup, il y a plusieurs domaines d'activité qui viennent apporter leurs éclairages autour de l'aidance. On ne parle pas que des médecins, en fait, finalement. Il y a de la sociologie, il y a de la psychologie, il y a de la recherche aussi. C'est le cas avec l'UBS. Florie?
Faut que vous mettiez votre micro. En lien du coup avec les formations qu'on... La façon dont justement on travaille, on fait de la recherche ou en tout cas on tente de faire évoluer l'aidance ou l'accompagnement des proches dans les parcours de soins. Je vous ai perdu. Ouais. Véronique disait justement, on dit avec Frédéric que ça évolue depuis 10-15 ans. Oui. Véronique disait que elle, depuis 2020, vous aviez déjà senti l'évolution. Ça fait 4 ans que vous êtes dans ces parcours et dans ce quotidien et vous sentez cette évolution du coup des professionnels, des gens qui vous entourent. Il y a aussi la nécessité de connaître toutes les parties prenantes, de connaître le territoire de soins. Tout à fait. Et c'est vrai que je voulais juste rajouter, c'est que j'étais peut-être trop curieuse lorsque j'ai demandé à participer aux séances de kiné. C'est parce qu'en fait, ce que l'on me rapportait, même en réunion de synthèse, comme l'a dit Florie, ça ne me satisfaisait pas suffisamment. Donc j'avais vraiment besoin de voir de mes propres yeux voir. Voilà. Et c'est vrai que... qu'après, eh bien, il faut selon son tempérament, toujours respecter son choix, respecter le choix de l'autre aussi, de l'aider, de l'aidant. Le mot aidant recouvre quand même pas mal de choses, il faut le dire. Et puis, c'est une aide permanente, quotidienne. Donc... oui, je ne sais plus très bien où j'en étais non plus. Que ça a évolué et que justement la façon dont on vous a accompagné ou la façon dont on vous aide, ça a changé rien qu'en 4 ans. Voilà, en 4 ans, j'ai vu à travers... Donc mon mari a été hospitalisé presque 1 an en tout, entre l'AVC et son départ, sa sortie de CARPAP et l'intervention de l'HAD à notre domicile. Et justement, il y a eu beaucoup d'évolutions dans le sens où on tient plus... On prend plus, on tient plus en compte ce que souhaite l'aidant ou les questions que se posent l'aidant. Parce qu'en fait, c'est beaucoup, ça consiste à un énorme panier de questions. Et les questions qui évoluent en fonction de l'état également, de l'état de la vie. Du point X à tel moment de la vie, à tel moment de la rééducation, à tel moment de l'évolution ou au contraire de l'aggravation. Donc j'ai trouvé que c'était en 4 ans, j'ai trouvé que vraiment c'était plus accessible et il y a beaucoup d'efforts de fait, ne serait-ce qu'au sein de CARPAP, pour ne pas le nommer, au sein de CARPAP pour justement prendre soin de l'aider comme de l'aidant. Voilà. Florie, du coup, 2 sujets, des aidants qui, du coup, sont chacun tous très différents et en même temps une progression dans la façon dont on accueille et dont on accompagne les proches des personnes en soins. Oui. En fait, nous, quand on a commencé justement sur la filière HIT, du coup, on a déjà dû comprendre finalement le maillage aussi territorial. Pour pouvoir du coup apporter aussi les informations nous lors de nos formations, de nos ateliers. Et c'est là où on s'est dit waouh, il y a beaucoup de choses, même nous, il y a beaucoup de choses. Et finalement comment on les catégorise et comment on s'y inscrit en fait nous aussi du coup avec l'atelier qu'on allait proposer quoi. Il y a beaucoup justement, il y a beaucoup d'accompagnements possibles et du côté des familles, il y a peut-être parfois une méconnaissance de tous les accompagnements qui sont accessibles, qui sont disponibles. Mais laissez-les à micro, laissez-les allumer, vous embêtez pas. Mais il faut que vous le preniez par contre proche de votre bouche, sinon vous entendez. Voilà. Alors, je pense avoir compris toutes les consignes. Le micro, on le garde et on ne l'éteint pas. Du coup, est-ce qu'il y a une méconnaissance justement des familles autour de tous ces accompagnements qui sont possibles ? Oui, absolument, parce que mon gros problème au début de l'AVC de mon mari et quand j'ai commencé à émerger moi aussi, ouais. et à sortir de ce monde de ce monde hospitalier et de voir de l'urgence, voilà, plutôt de l'urgence. C'est vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment aller à la pêche à l'info, et au fur et à mesure, eh bien, on fait de plus en plus de poissons et on voit qu'il y a des ateliers, alors par la presse, moi personnellement beaucoup plus par la presse qu'à travers les réseaux sociaux. C'est peut-être ma génération qui veut ça.
Et puis participer, essayer de participer au maximum à tout ce qui est proposé. Et je vois que sur ces 4 années, rétrospectivement, je vois qu'il y a aussi des ateliers qui ont disparu par manque de participants, parce qu'il y a ce manque d'informations dont les gens ne savent pas vraiment où aller, où rencontrer des gens. En l'occurrence, une formation par le jeu sur la commune de Pleumeur, eh bien, nous étions 4 et même 4 intervenants, 4 aidants, eh bien, il n'est plus possible de les trouver parce qu'il y a un problème d'information. Donc, et du coup, moins de monde dans les ateliers. Voilà, puiser partout où on peut, au plus large, et on fait la connaissance de quelqu'un qui vous dit « Ah ben oui, mais il y a aussi ceci », et il faut oser, il faut vraiment oser. Florie, vous dites que vous-même, en tant que pro, vous avez découvert qu'il y avait plein de trucs qui existaient et que vous ne connaissiez pas forcément vraiment. C'est ça, exactement. Ouais, Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus, c'est l'un des vrais dossiers, des vrais leviers de développement. C'est ça, et puis ça continue, et ça se développe encore, donc c'est ça l'intérêt aussi derrière pour faire des différentes propositions, mais en effet, on doit bien comprendre finalement le maillage qu'il y a en mode vraiment étoile d'araignée. Il y a un truc qui vous énerve, Véronique, c'est quand on vous dit « on ne m'a rien dit ». Ah oui, oui, je reprends le micro. Oui, c'est quand on me dit on ne m'a rien dit ou on ne m'a pas dit. Eh bien, si personnellement j'en étais restée là, eh bien, mon mari et moi, nous serions toujours dans la maison, rendus inaccessibles du fait de son handicap, et on serait tous les deux dans une maison vraiment non adaptée. Bon, on ne m'a rien dit, mais je peux apprendre des choses, je peux aller à la pêche, je peux m'informer, je ne veux pas, je n'accepte pas la situation telle qu'elle est, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Là, ça dépend aussi de l'énergie que je vais y mettre. Est-ce que j'ai assez d'énergie? Eh bien, oui, il faut peut-être une certaine force, mais il y a le rôle familial. Et puis, il y a envie de passer à autre chose pour ne pas se moisir dans sa situation. Donc nous, c'est vrai, il y a eu un parcours, je ne sais pas si je peux en parler, mais voilà, il a fallu... mon mari est revenu dans notre habitation où nous habitions, là où nous avons élevé nos enfants. Puis il a fallu qu'on pense à la vendre, mais je voulais avoir l'accord de mon mari. Nous sommes en location pour l'instant en changeant de commune, sur la commune de Ponscorf. Nous sommes en train de faire construire une maison de plein pied adaptée PMR. Et je me bats seule, là. Il y a mon fils qui m'aide et le constructeur qui est extra, voilà. Et je fais confiance aux gens. Je me suis dit que c'était la façon de mieux me faire aider. Alors, Frédéric, Kevin, on voit là, typiquement dans cet exemple précis, quand on parle justement d'accompagner les aidants, ou en tout cas de travailler pour que ça se passe de mieux en mieux, on ne parle pas juste des médecins, quoi. Non, et c'est... Il y a eu combat de micro. Toute la force du projet Handicap Innovation Territoire, c'est de décloisonner un peu les acteurs, de mettre en synergie toutes les personnes qui gravitent autour des personnes en situation de handicap et des aidants. Donc on le voit autour de la table, on a des chercheurs, des instituts, des associations, des personnes, des usagers, puisque voilà, c'est un aussi des points centraux du projet HIT, donc de mettre l'usager au centre des projets. Et c'est gratifiant de voir l'évolution des actions tout au long du projet depuis 2020. Et voilà, l'idée sur les aidants, c'est de réfléchir à d'autres actions et de réfléchir à d'autres acteurs qui pourraient être mis autour de la table pour réfléchir à d'autres actions. Vous voulez compléter, Florie? Pour faire le lien justement avec cette filière-là, où du coup nous on a développé les ateliers. Alors avant c'était formation, ça s'appelait, maintenant atelier comprendre pour agir. Du coup c'est des ateliers qui sont pour les aidants, qui sont sous forme de 6 modules de 3 heures. Donc en général on fait ça sur 6 semaines avec demi-journée par semaine. Et en fait ces ateliers-là ils sont là pour accompagner l'aidant. Il faut que vous colliez votre micro. L'aidant en fait on est là pour accompagner l'aidant sur son rôle, sa relation avec son proche, avec les professionnels aussi qui gravitent autour.
Et puis finalement, est-ce qu'il retrouve un équilibre occupationnel, enfin en tout cas un équilibre dans son quotidien, et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je mets en place, et du coup vers qui on peut du coup les orienter sur le territoire s'il y a besoin de réorganiser son quotidien. On forme les proches, est-ce qu'on forme les pros ? On forme les pros, on est en cours. L'idée aussi, donc, par ces formations-là, ça nous a aussi permis de ressortir les besoins réels des aidants. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, notre système de soins, il évolue, il a évolué. On met beaucoup le patient acteur, finalement, au centre. Voilà. Et finalement, est-ce qu'on n'oublierait pas, ou en tout cas, quelle dimension on donne aux aidants dans notre prise en soin ? Et c'est là que, du coup, nous, on se rend compte que c'est plus un duo professionnel, du coup, personnes en situation de handicap, mais un trio aidant, personnes en situation de handicap et professionnels. Et finalement, je pense que il serait important, du coup, de sensibiliser, de former les professionnels qui gravitent autour des aidants. On se rend compte du coup, Frédéric, qu'il n'y a pas un sujet unique du côté des proches, on vient de le capter, mais du côté des pros aussi finalement. Oui, alors moi ce qui me semble intéressant, c'est de rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit et sur le fait, sur l'utilisation d'une journée comme celle-ci. Effectivement, on a tous intérêt à travailler, à créer de la synergie et puis à travailler tous ensemble, que ce soit le milieu médical, paramédical, l'université, le milieu associatif, parce qu'on a tous évidemment un regard à apporter sur les questions de l'aidance. Alors, quelque chose que je note aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est la question de l'épuisement de l'aidant. La question de l'épuisement, alors quand on regarde un petit peu dans la presse, on est pratiquement sur une forme de normalité, c'est-à-dire que l'aidant doit naturellement être épuisé. Véronique nous disait quelle quantité d'énergie j'ai à mettre dans ce sujet. Voilà, donc c'est intéressant parce que derrière l'épuisement, il y a la notion d'une ressource propre, mais qui n'est pas infinie. Donc il arrive un moment où cette ressource, on ne l'a plus. Alors c'est intéressant de se questionner là-dessus parce que finalement, à partir du moment où l'aidant se retrouve épuisé, eh bien il y a un point de bascule et donc ça veut dire qu'il faut aider et l'aidant et l'aider. Donc encore une fois, au lieu d'être dans le préventif, on est dans le curatif et le curatif coûte cher. Donc il y aurait peut-être une réflexion aussi à mener en amont sur la question du non-épuisement de l'aidant pour protéger finalement l'aidant. Tu veux peut-être... non, mais d'où nos formations justement sur la sensibilisation des professionnels, autour justement, entre autres, de l'épuisement, mais évidemment de tous de ces différents statuts en fait, et rôles de l'aidant. Mais pour le coup, pour l'instant, c'est pas un sujet politique. On parle de l'aidant, mais on ne parle pas de l'épuisement de l'aidant qui va coûter finalement plus cher au collectif que la prise en charge auparavant. Et puis, un autre point, je pense que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Dans la cohorte avec lesquelles on travaille, j'ai un gériatre, et donc voilà, comme quoi tout le monde peut avoir un conjoint malade d'Alzheimer, donc voilà, son épouse est malade. Et il me disait, mais vous savez, vous avez un boulevard devant vous, parce que Alzheimer, c'est 3% de médicaments et 97% de prise en charge. Donc les sciences humaines ont un boulevard devant elles. Et je crois que l'interdisciplinarité, elle est là. C'est-à-dire que il faut que médecins, patients, personnel médical, structure paramédicale, université, on travaille de concert parce que finalement, on doit créer du savoir, on doit construire du savoir pour améliorer finalement la question de la prise en charge et les questions du handicap et de la fin de vie. Petit aparté aussi sur les principaux concernés, est-ce qu'on les oublierait pas un peu ? Là, on a parlé des aidants, des proches, on a un peu mis de côté du coup les personnes qui sont soit en situation de handicap, qui ont besoin d'aide ou qui sont actuellement en soins, et c'est un vrai sujet. D'un point de vue des pros déjà, il faut réussir à préserver ce lien, réussir à préserver la compréhension de tout ce qui se passe autour d'eux. Et vous, Véronique, vous l'avez vécu, parce que votre mari voulait clairement comprendre tout ce qui lui arrivait et tout ce qu'on lui faisait en fait. Absolument. Avec votre micro. On va y arriver, promis, j'ai confiance. Vous avez raison. Oui, mon mari, malgré le fait qu'on avait l'impression qu'il était dans un autre monde, eh bien, ça s'est prouvé lorsqu'il a eu des rendez-vous au centre de Kerpap avec le psychologue. Et là, je ne comprenais pas. Lors de chaque retour de ces séances avec le psychologue, il était d'une humeur massacrante. Voilà, ça se voyait sur son visage. Les paroles n'étaient pas nécessaires.
Et je me suis inquiétée auprès du dit psychologue, qui était adorable, et qui m'a dit effectivement, je n'arrive pas du tout à remplir, à cocher mes cases. Il me répète, bah oui, il disait n'importe quoi pour avoir la paix. Donc déjà, la parole, il présente une aphasie, donc ce n'est déjà pas évident. Mais alors là, il se lâchait. Les mots qui lui sortaient, bah écoutez, n'avaient ni queue ni tête avec les questions posées, mais il en avait marre, il saturait. Et lorsque donc les séances se sont arrêtées puisqu'elles n'aboutissaient à rien, et le psychologue, le même psychologue, est revenu à notre domicile dans le cadre de l'HAD, donc hospitalisation à domicile, pour tout mettre en place et permettre un retour à notre domicile. Ouais. Et là, métamorphose, le psychologue nous a été, pour tous les deux, d'une aide extraordinaire. Et pourquoi? À partir de quel moment? À partir du moment où mon mari était dans un endroit connu, qui était notre maison, j'étais auprès de lui. Donc je suis l'élément, un peu sa balise, son phare. C'est pas prétentieux du tout, mais ça fait 4 ans et voilà. Et le fait que je sois à ses côtés, eh bien, et que je participe aussi, du coup, il m'a beaucoup aidé également. Eh bien, il a réussi à faire comprendre beaucoup de choses au psychologue, qui lui aussi a changé sa façon d'intervenir auprès de mon mari. On oublie, Florie, parfois un peu justement de communiquer auprès des patients, auprès des victimes, auprès des personnes dans situation de handicap, parce qu'on les met parfois un peu trop de côté. Et justement, ça fait partie des dossiers que vous travaillez, de les intégrer. Depuis, on le disait chez vous, la prise en charge par les secours, jusqu'aux soins au long cours finalement, en passant par les hôpitaux, en passant par la réadaptation, par tous les suivis. Après, ça dépend, je pense, du niveau aussi d'hospitalisation, d'urgence, etc. Forcément, dès le début, c'est l'urgence et l'idée, c'est voilà, de sauver la personne. Après, ça dépend aussi, je pense, de la situation de handicap de la personne, sur les troubles cognitifs, de quelle manière la personne préhension, etc. Alors, on essaye, de toute façon, centre. Après, peut-être que oui, on a encore du travail. Justement, avoir une place différente dans ce duo-là. D'accord. On va devoir vous prêter ce micro, du coup, puisqu'on ne vous entend pas très très bien avec le vôtre. Kevin, du coup, dans ce que nous explique Florie, on a justement cette histoire d'équilibre à trouver et à maîtriser. Dans quelle mesure, vous, la recherche, vous pouvez leur filer un petit coup de main là-dessus? Oui, alors sur la recherche, pour repositionner aussi un peu à l'Université Bretagne Sud, donc on a fait de la santé et du handicap un axe quand même majeur sur la recherche et l'innovation, où on travaille en pluridisciplinarité. Il y a plusieurs disciplines qui travaillent sur cet axe. On a évidemment des sciences humaines et sociales, avec Frédéric, qui est un très bon représentant, qui fait un très bon travail, un travail reconnu sur les danses et l'Alzheimer. On a également des chercheurs qui travaillent en droit et en psychologie et ergonomie, donc là, voilà, sur tout l'aspect sciences humaines et sociales. Et après, on a tout un pendant aussi davantage sur les sciences techniques, entre guillemets, où là, on va avoir des chercheurs qui vont travailler sur, par exemple, de la robotique ou de la domotique. Comment est-ce que les nouveaux outils technologiques vont pouvoir aider et favoriser le quotidien des personnes en situation de handicap, et donc travailler sur l'épuisement de l'aidant. Véronique, tu disais que tu construisais une nouvelle maison, donc voilà, c'est comment est-ce que ces outils et comment tous ces outils technologiques peuvent contribuer à favoriser le quotidien. Et donc la recherche passe évidemment par là. Et voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais en tout cas à l'Université Bretagne Sud, on essaie d'y travailler. Et puis Véronique, il y a une notion aussi importante, Véronique et Florie, c'est quelle place l'aidant, le proche souhaite avoir aussi pour le coup. Rebataille de micro. Quelle place du coup on souhaite avoir? Et la place n'est pas commune pour tout le monde, et vous le dites, c'est mon témoignage et c'est pas forcément la façon dont les autres ont envie d'agir, quoi.
Alors là, je vais prendre... Parce que vous, Kerpa, vous connaissez aussi un peu. Oui, On aurait peut-être dû commencer par ça. voilà. Donc du coup, c'était plus simple pour vous. Oui, c'est beaucoup plus simple pour moi parce que j'ai eu l'occasion d'y travailler. Donc c'est vrai que des personnes comme mon mari, des personnes handicapées, je les ai côtoyées. Je connaissais aussi jusqu'où pouvait aller le handicap, quelles étaient les répercussions lorsqu'il y a des troubles cognitifs. Bon, tout ça, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Mais avec aussi une notion de peut-être de connaissance à mon niveau, parce que voilà, j'étais secrétaire simplement, mais je les ai côtoyés, voilà. Mais se retrouver à la place, à vivre à côté d'un proche handicapé et de la personne avec qui on a partagé toute sa vie, une grande partie de sa vie, ça n'a rien à voir. Alors moi, comment je me trouve auprès de mon mari? Bien, je vais prendre un peu mes notes parce que là, je me suis permise Alors déjà, j'ai un rôle de mère puisque mon mari m'appelle toujours maman ou madame. Il faut que je le rassure, que je pallie les problèmes de vocabulaire puisque je suis la première personne vers qui il va se tourner. L'aide au lever, l'aide à la douche, à l'habillement, au transfert, au déplacement, au repas. Préparation et présentation dans l'assiette, couper les aliments, couper les ongles, l'amener chez le coiffeur, l'amener chez le podologue, les consultations des spécialistes parce que je veux savoir toujours. Donc, chez le kiné et l'orthophoniste, il va en VSL, mais je passe l'aspirateur en son absence parce qu'il ne supporte plus le bruit. Donc, ensuite, l'orthoptiste, là, je l'accompagne. Chez le coiffeur, le choix des vêtements et des chaussures, les sorties, enfiler les chaussures, par exemple. Toutes les décisions au quotidien, dont la construction de notre future maison et la gestion du budget, nos enfants, nos petits-enfants, sa fatigabilité, son humeur, ses difficultés à exprimer ses ressentis. Heureusement, je bénéficie depuis quelque temps de l'accueil 2 jours, c'est-à-dire que mon mari va 2 jours par semaine à l'EHPAD de Pont-Scorff, où il est très très bien accueilli et où il se plaît beaucoup. Mais l'entrée a été difficile. Et parfois, eh bien, le corps médical m'a dit qu'il fallait que je laisse faire en essayant de ne pas culpabiliser. C'est-à-dire que, et ça, je pense que Florie me rejoint, c'est-à-dire qu'on a toujours peur pour l'autre. Et des fois, il faut savoir, le kiné m'avait dit lors de la prise en charge HAD, eh bien, s'il doit tomber, il tombera. Oui, ok, mais c'est moi qui suis là. Donc, c'est moi qui vais culpabiliser et voilà. Donc, je suis également l'avocate de mon mari. Entre les conseils du corps médical, c'est-à-dire beaucoup de repos pour mon mari, et les amis qui viennent ou parfois s'imposent sans tenir compte des suggestions et de l'apparence extérieure de mon mari, parce qu'il va paraître, mais au fond de lui, il n'en peut plus. Donc, voilà, comment peut-on rebondir ensuite? Eh bien, voilà, moi j'ai une chance extraordinaire, c'est d'avoir mes enfants, mes petits-enfants, d'avoir mon mari toujours auprès de moi et de regarder, d'aller de l'avant. Voilà, je crois que j'ai une chance inouïe d'être avec quelqu'un aussi mais peut-être qui compte trop sur moi, je ne sais pas, mais c'est peut-être une preuve d'amour aussi. Voilà. Je ne sais pas quoi rajouter. Florie, je vous vois acquiescer et soutenir les propos de Véronique. C'est ce qu'on rencontre sur nos ateliers, c'est de venir à l'atelier. Ils le font, ils disent venir du coup pour leur aidant, et donc on voit bien en fait, c'est encore une action qu'ils font pour l'autre. Du coup, enfin voilà, les ateliers, c'est aussi travailler sur ce cheminement-là. Ok, j'ai ce rôle-là, mais en fait, j'ai d'autres rôles aussi dans mon quotidien. Et finalement, quelle place je mets dans tous ces différents... Et comment j'équilibre tout ça. Et c'est en effet cette histoire de culpabilité qu'on ressent fortement et qui est très, très présent. Vous la sentez-vous, ouais. C'est ça, ouais. Bah, en fait, ils disent que c'est simplement une extension de leur rôle. Enfin, je suis femme d'eux, je suis mari d'eux, je dois. Et finalement, c'est voilà, comment justement on équilibre ce devoir-là. Et que chaque personne ne veut pas forcément prendre le rôle que Véronique complètement, ouais. Et du coup, vers qui je m'oriente et je fais appel à qui? Frédéric, vous acquiescez également et on évoquait avec vous justement ces différents rôles, les différentes possibilités qui existent. En fait, il y a plein
Il y a plein de formats différents de proches d'aidants. Oui, oui, parce que voilà, on le dit finalement depuis tout à l'heure. Hein, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler avec des aidants dans toute leur singularité. Hein, mais finalement, ils se rejoignent quand même hein, sur certains aspects. Voilà, la question de l'épuisement, la question du multitâche, la question de la charge cognitive hein, qui est vraiment présente, la question de l'ingéniosité, c'est-à-dire qu'il faut trouver des petits trucs pour améliorer le quotidien et des trucs qu'on ne trouve absolument nulle part, si ce n'est finalement dans les lieux de rencontre collectifs, dans les cafés mémoire, dans l'expérience, où on se dit bah voilà, moi j'ai fait ça avec ma mère, voilà, je sais pas si ça peut t'aider, mais sache que ça a marché. Bon, puis après on bidouille. Hein. Et donc c'est vraiment très intéressant parce que en fait on a affaire à des gens qui sont très très ingénieux, qui sont polymorphes, et donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas remplacer cette qualité humaine-là par des professionnels parce que ça coûterait évidemment beaucoup trop cher. Donc on voit que c'est peut-être pas à leur place non plus en fait. Et puis ce n'est pas possible, hein, tout simplement ce n'est pas possible. Donc voilà, il y a un vrai, il y a ce caractère-là hein, qui est très présent chez les aidants. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de ce projet. Enfin, moi, j'admire votre témoignage parce que vous faites énormément de choses dans la journée hein, et vous le faites évidemment avec beaucoup de plaisir, au moins de bonne volonté. Et voilà, moi, je ne peux que me réjouir. Alors, voilà, globalement, sur les 72 aidants, j'ai 6% pour lesquels l'aidant se passe très 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 bien, comme vous, d'une certaine manière. Hein. C'est-à-dire, voilà, il y a un alignement de planètes, il n'y a pas de problème d'argent, il y a une vraie organisation intrafamiliale. Bon, mais il y a quand même tout le reste pour lequel, finalement, l'aidance, c'est un fardeau. Et il y a un contexte social aussi qui paraît sain, en tout cas, chez les Reniques. C'est pas toujours le cas non plus, en fait. Pour le coup, les handicaps et les accidents, ils ne choisissent pas trop où est-ce qu'ils tombent, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et je tiens à remercier également toutes les aides-soignantes qui viennent au quotidien le matin pour me soulager justement, pour le lever et la douche. Et là, par contre, c'était trop. Donc le dimanche, on n'a plus personne et c'est moi qui gère parce que ça faisait... On n'était plus chez nous. Donc, il y a trop de monde à la maison, quoi. Trop de monde à la maison. Tous ces problèmes des grandes maisons, en fait, du côté de Pont-Scorff. Voilà. Et voilà. Donc je tenais à les remercier parce que vraiment, elles font un travail incroyable et puis elles apportent leur jeunesse, leur joie de vivre aussi chez nous. Voilà. C'est un vrai soutien, quoi. C'est et pas seulement technique. Et un véritable soutien et je ne pense pas qu'elles soient conscientes de la valeur de ce qu'elles apportent chez les uns et les autres. On va se projeter à présent un peu ensemble, on l'évoquait un petit peu. Dans les années à venir, dans les futurs dossiers, le rôle de la recherche est important. Et il y a un mot qui va revenir, c'est transversalité. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. Oui, c'est la transversalité. Et surtout aussi peut-être les expérimentations. C'est un peu voilà, l'objectif du projet Handicap Innovation Territoire. C'est aussi pourquoi on est là aujourd'hui, d'expérimenter. Sans le soutien en tout cas de cet appel à projet, les formations à Carpap n'auraient pas pu ouvrir, en tout cas dans sa configuration actuelle. Et voilà, c'est dans une transversalité, mais également de pousser de nouvelles initiatives de ce type et de tester. Donc là, c'est vrai que sur d'autres territoires, c'est pas forcément des choses qui sont faites. Former les aidants, former les professionnels. Tester de nouvelles choses. C'est vrai qu'avec Florie, il teste également plein de choses. Tu n'en as pas parlé, mais sur la médiation animale aussi, par exemple. Et donc voilà, donc c'est une prise en considération générale sur de l'aidant, et notamment aussi à l'université avec le statut aussi. Ouais, on en parlera en conclusion justement. Et vous le dites, voilà, on essaie de sortir des frontières des hôpitaux. C'est un peu l'idée. Oui, c'est ça. Florie, justement, on sort des frontières des hôpitaux, on évolue du côté des pros, notamment dans le cadre du projet HIT. Oui, du coup en proposant des formations spécifiques pour eux, qui va sortir au printemps prochain normalement, justement avec des thèmes de 3 heures sur l'épuisement de l'aidant, compréhension de la situation de handicap, prendre aussi la personne aussi, pouvoir l'accompagner, voilà, sur plein de thématiques différentes. Et du coup aussi sur des sensibilisations, des temps forts qu'on est déjà amené à faire sur certaines soirées par exemple, autour de l'aidant.
Et une importance sur la communication du trio, aidants et des professionnels médicaux, paramédicaux, le C'est monde ça. du soin en général. C'est ça, ce vrai système complexe, mais du coup à traiter vraiment sur ces 3 dimensions. Véronique, les choses à améliorer, les choses qui se passent bien, du coup vous avez l'expertise maintenant. Oui, alors je tiens aussi à dire que mon meilleur ami c'est mon oreiller, parce que c'est quand je craque, et ben c'est dans mon lit toute seule, voilà. Bon, et par contre les choses qui fonctionnent, eh bien. Voilà, alors c'est toujours moi, et, excusez-moi, mais j'ai de la chance d'avoir. Mon mari était très sportif, donc ça lui manquait. Et donc du coup très vite j'ai vu dans la presse qu'il y avait de la possibilité de faire du triporteur. Donc j'ai commencé à faire du triporteur, on est parti se balader tous les deux avec l'organisme Cyclette, et puis maintenant sur Pont-Scorff avec un volontaire, et puis on a créé une petite antenne, et en fait on a même ouvert une antenne AVSA à vélo sans âge. Ouais. Sur la commune de Pont-Scorff, on a acquis 3 triporteurs. Donc voilà, ça c'est une forme de liberté, et on retrouve les sensations de la vie. Ça c'est du positif, c'est aussi ce que nous on peut mettre en place avec avec un réseau associatif mais riche sur la commune. Et puis, bien moi, je trouve que ce qu'il manque beaucoup, et pourtant ça avait été, il y avait eu une étude de menée lorsque l'HAD intervenait à notre domicile, c'est le baluchonnage. Ça se fait beaucoup au Canada. C'est par exemple une personne qui est formée, qui vient chez vous pendant 6 jours maximum, qui vit chez vous et qui s'occupe de l'aider. C'est-à-dire qui s'occuperait de mon mari en l'occurrence, et moi je pourrais partir sur une période de 6 jours maximum, mais m'aérer, parce que c'est vrai, je rejoins Frédéric, c'est vrai que eh bien on a tous un moment où on sature, où on a le moral en berne, où vraiment on a l'impression qu'on ne va pas y réussir, que notre volonté voilà, on ne peut plus faire confiance à notre volonté qui ne nous permet plus d'avancer parce qu'on est épuisé, tout simplement. Donc voilà, peut-être moi ce que je demanderais le plus, c'est peut-être un peu de répit. C'est ça le baluchonnage du coup, c'est ces moments de vacances. Alors, ces moments de pause. vacances, eh bien, écoutez, l'étude a été faite, mais la majorité des gens interviewés étaient contre. Parce que c'est une intrusion chez eux, c'est un étranger qui va venir s'occuper de leurs proches. Et donc, là, tout prochainement, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas pour une raison, voilà, laisser son logement, laisser son proche, non, ça ne se fera pas pour l'instant. Peut-être qu'il y a de la pédagogie à faire sur ce sujet-là. Alors il y a la pédagogie, puis il y a surtout le fait qu'on a affaire à des gens vulnérables. Donc voilà, accueillir chez soi des gens qui sont dans une forme de vulnérabilité en termes de droits, voilà, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Donc il y a un dossier à creuser. Tout à fait. On a jusqu'à 2027 avec le HIT, c'est ça? Allez, bon Tout à courage. Il y a des choses qui existent quand même en termes de répit sur le territoire malgré tout, mais après, voilà, sous différents formats. Alors, il y a souvent un problème de coût. C'est vrai que on l'a fait une fois sur Riec, au domaine de la Porte-Neuve, mais voilà, tout a un coût. Dès que vous parlez handicap, de toute façon, c'est... Il y a du budget à allouer. Oui, absolument. Et puis on parlait également des cas à part, on a des profils d'aidants classiques liés à la vieillesse, on a des profils d'aidants liés aux accidents, on a les aidants qui sont liés aussi au handicap, et puis ces aidants ils ont tous des formats un peu différents, des profils différents. Et vous le disiez, du coup vous Kevin, il y a des cas particuliers comme les étudiants aidants. Alors là, je vais passer la main à Frédéric. Ça fait partie des ouvertures. Oui, mais enfin bon, on travaille dans la même... Frédéric a travaillé sur... Alors Voilà. vous vous débrouillez, Alors- vous vous battez comme vous voulez. C'est un combat de coq. Non, alors voilà, il y a un début de recherche sur la question des étudiants aidants. Voilà, ça nous a amené évidemment à cheminer naturellement vers les gens avec lesquels on travaille, c'est-à-dire finalement les étudiants.
à se poser des questions sur le fait que, alors il y a 2 universités qui ont travaillé pour l'instant sur la question des étudiants aidants, c'est l'université de Paris-Descartes et puis d'Aix-Marseille, et en fait ils considèrent, il y a une grande évaluation qui a été faite il y a 5 ans, et ils considèrent qu'il y a à peu près 15% d'aidants chez les étudiants. Autrement dit, les étudiants, voilà, une fois qu'ils ont fini leur journée, eh bien, ils doivent aider un proche. Alors voilà, on n'est pas sur les maladies neurodégénératives, on est plutôt des maladies sur un accompagnement en lien avec le handicap. Et en fait, c'est intéressant parce que en fait, les étudiants ne se reconnaissent pas comme étudiants aidants, puisqu'ils ont toujours vécu avec un petit frère ou un parent handicapé. Donc finalement, il y a une forme de normalité. Ils se disent, voilà, il faut que je parte plus tôt parce qu'il faut que j'amène mon frère ou mon parent chez l'ergo. Donc voilà, ils ont complètement intégré ce travail-là. Sauf que s'ils ne le font pas, personne ne le fait. Ouais. Personne ne le fait. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'encore une fois, ils ne se reconnaissent pas derrière ces désignations. Sachant que dans cette population, eh bien, il y a maintenant des droits qui sont proposés aux étudiants. Donc ça veut dire qu'il commence à y avoir une reconnaissance par l'État, tout du moins par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche, puisque depuis la rentrée 2023, il y a l'octroi de 4 points de bourse en plus pour les étudiants qui peuvent justifier de leur statut d'étudiant aidant. Donc ça, voilà, on commence à avoir finalement une reconnaissance de la part du ministère de ce statut d'étudiant aidant. Donc voilà. Alors c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des vrais mécanismes d'autocensure qui se produisent chez les aidants. C'est-à-dire que lorsqu'on est aidant, eh bien, dans les études supérieures, on va se dire, voilà, moi je vais faire des études courtes et puis je vais faire des études à côté de chez moi. C'est-à-dire que je vais faire un BTS, je vais à Lambut, voilà, je vais travailler sur la proximité parce que si je vais à Rennes, eh bien, je ne pourrai pas aider mon frère qui doit être amené voilà, au centre tous les soirs. Autrement dit, au moment même où l'objectif c'est de se former, eh bien, on s'auto-censure parce que finalement, il faut faire le travail. Il faut tout simplement accompagner son proche. Donc voilà, moi ce sont des questions qui m'intéressent évidemment au premier chef. Et puis voilà, c'est peut-être aussi un projet politique. Peut-être. Depuis le début de cette conférence, on a prononcé à peu près 217 fois le mot aidant et vous n'aimez pas ce mot-là. Qu'est-ce que vous proposez ? Je n'ai aucune proposition aujourd'hui. Pas de politique du coup pour Véronique non plus, voilà. Est-ce que c'est un sujet de recherche aussi ? Oui, absolument. Alors, je ne dis pas que je n'y ai jamais réfléchi, mais je n'ai pas trouvé de mot juste, parce que le mot aidant n'est pas faux quand même. Même si moi, je ne m'y retrouve pas, le mot aidant n'est pas faux. Donc, je n'ai rien à proposer. Dossier à inscrire dans les papiers de Florie absolument, pour la suite des dossiers. J'ai passé la balle à Florie qui doit déjà l'avoir dans son camp. En tout cas, merci à tous les 4 pour votre témoignage, pour vos éclairages. Kevin, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur l'ensemble de ces propos et sur ces travaux de recherche qui vont peut-être amener les dossiers à évoluer, qui vont peut-être amener les choses à progresser, tant sur juste la description, sur l'iconographie, sur la façon dont on forme les uns, dont on forme les autres, sur les rôles de chacun aussi, comment est-ce qu'on prend en compte un étudiant aidant, comment on prend en compte quelqu'un qui l'a toujours fait et qui s'en est pas rendu compte. Je crois que par rapport aux discussions sur la table ronde, le point central, ça reste quand même l'humain, donc à mettre au centre des discussions. On voit que ça, c'est des sujets qui évoluent, mais qui sont quand même assez récents. Donc voilà, il y a évidemment d'autres actions et des changements qui vont évoluer, par le normatif, mais aussi par l'usage des personnes. Ouais. Et ça passera d'abord par l'usage, puisque voilà, c'est une question de l'humain. Et voilà, de faire bouger les choses. C'est vrai qu'il se passe plein de choses aujourd'hui sur l'Orient, agglomération sur les dents. Et voilà, l'idée, c'est d'expérimenter, de tester et d'essaimer sur d'autres territoires pour que voilà, ce soit un sujet qui prenne de l'ampleur et voilà, qu'il y ait une résonance aussi plus à l'échelle régionale et nationale, voire internationale. On a des collègues québécois qui sont aussi dans le cadre des accessibles, donc travailler sur ce qui se fait ailleurs pour s'enrichir des connaissances. Et c'est un peu voilà, le sujet de mettre tout le monde autour de la table pour travailler ensemble, conjointement, pour améliorer les conditions des personnes en situation de handicap et des aidants. Dis-moi. Je peux rajouter quelque chose. Vous avez le droit, tout va bien.
il y a une grande différence, et je tenais à le dire, entre une personne qui est aidante pour un aidé qui a plus de 60 ans et un aidé qui a moins de 60 ans. Le fossé est énorme, et ça on ne l'a pas souligné, parce que une fois que vous avez dépassé les 60 ans, vous avez des structures qui vous accueillent. Par contre, vous êtes aidant. Voilà, vous êtes retraité, vous êtes à la retraite, vous êtes aidant. C'est normal, c'est la continuité de votre vie. Par contre, un aidant qui aide son conjoint, j'ai le cas dans la famille, eh bien, ma cousine a arrêté son travail pour s'occuper de son cousin, de mon mari, pardon, de son mari. Oh là là, je mélange tout. De son mari qui est paralysé également. Eh bien là, c'est une autre affaire, parce qu'il n'y a pas de structure pour le recevoir au-dessous de 60 ans. Et percevoir l'allocation, enfin un complément de salaire, ce n'est pas évident du tout. Il y a beaucoup de démarches et il faut aussi savoir se débrouiller. C'est l'administratif qui devient compliqué. C'est l'administratif qui devient très compliqué. Voilà, je tenais aussi à le faire remarquer, parce que le handicap n'est pas réservé, n'intervient pas forcément au-delà de 60 ans. Nouveau dossier pour acheter, elle a noté Florie. Vous êtes en cours ? Allez-y. En tout cas, sur la sensibilisation des professionnels au sein du groupe Vive, en l'occurrence, c'est un sujet qui est en cours de discussion. Eh bien, merci à tous les quatre, Frédéric Punière-Saavedra, Véronique Lepit, Florie Huel et Kevin Evano. Merci à tous les quatre pour vos éclairages. Merci à vous. Merci à vous. Et nous, on se retrouve à partir de 14h, toujours en vidéo, et ici au Parc des Expos à Lanester. Salut.